Et hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de revenir sur le rapport qui a été publié par la banque JP Morgan qui s'appelle Guide to the Market. C'est un rapport qui est publié assez régulièrement et qui parfois fait parler de lui, notamment par les données qu'il peut transmettre au public. Et en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de la décennie perdue qui arrive sur le S&P 500 et elle serait prouvée par ce graphique juste à droite dont on va parler évidemment dans cette vidéo. Et je vais aussi vous montrer d'autres points que je trouve intéressants dans ce rapport. On va regarder tout ça ensemble. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Et on attaque d'ores et déjà la vidéo. Donc actuellement, si vous prenez le PER du S&P 500 et que vous regardez ce qui s'est passé historiquement, eh bien on serait autour de 0% de retour sur investissement annualisé pour les 10 prochaines années, d'après ce graphique. En fait, si vous regardez le PER actuel sur le S&P 500, on est entre 22 et 23. Et si vous prenez tous les points de données historiques ici au niveau de mon curseur rouge, ça nous fait 0% de retour sur investissement annualisé pour 10 ans, lorsque historiquement le S&P 500 a été acheté avec un PER vers ces niveaux-là, entre 22 et 23. Alors qu'est-ce que j'en pense? Déjà, on va pas se le cacher, les chiffres sont là. Oui, les marchés, les indices, notamment le S&P 500 et le Nasdaq, peuvent paraître chers sur le papier en ce moment. Et en même temps, c'est pas non plus étonnant. On a eu des opportunités absolument incroyables en 2020, puis en 2022 et 2023. Donc ça peut un petit peu corriger. Si ça corrige l'année prochaine, c'est pas grave. Au final, on a saisi les opportunités. Nos portefeuilles ont eu une performance qu'on fait normalement de nombreuses années en seulement quelques mois. Donc on va pas non plus s'en plaindre. Le marché ne monte jamais d'une traite. Il monte en dents de scie, mais sur le long terme, la tendance est haussière. Donc ça peut corriger bien évidemment, mais personne ne peut prédire quand. Et je tiens aussi à le préciser, on trouve des bonnes affaires en ce moment sur toutes les tailles d'entreprises, aussi bien des grosses entreprises que des plus petites entreprises. D'ailleurs, vous voyez ici les valorisations sur les moyennes et les petites entreprises qui est beaucoup plus basse que sur les grosses entreprises. Et si je dis ça, c'est parce que justement, en entendant dire que le S&P 500 pendant 10 ans, il va rien faire, et bien dans ce cas-là, rien n'empêche de passer sur les ETF et d'aller chercher des actions individuelles. Vous savez que sur la chaîne, on fait les deux. Et je le répéterai jamais assez, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, le marché peut largement être à la baisse. Par contre, si on attend assez longtemps, la tendance est claire. Et ici, vous avez une étude sur le S&P 500 entre 1926 et 2020 qui vous représente très bien ça, même si évidemment la performance passée ne garantit pas la performance future. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai beaucoup d'actions individuelles. Et une autre raison qui fait que j'en ai beaucoup, c'est ce graphique ici. Si vous regardez dessus, vous avez le PER futur du S&P 500 pour les 10 plus grosses entreprises de cet indice et puis pour l'intégralité de l'indice. Et clairement, les 10 plus grosses entreprises sont clairement valorisées plus que les 490 entreprises suivantes. Cependant, je trouve personnellement qu'un PER autour de 21 sur le top 490 est bien plus inquiétant qu'un PER de 28 sur le top 10. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui me fait préférer depuis longtemps le QQQ, comme vous le savez. Déjà, pas de comité qui décide si une entreprise ou pas a le droit de renter tous les 3 mois. Oui, il y a des règles, mais il y a quand même un comité. Le QQQ, ce n'est pas le cas. On a aussi moins de titres, donc on va avoir plus de titres gagnants parce que sinon, on va plus vite se faire sortir de l'indice, alors que dans le S&P 500, il y a quand même énormément d'entreprises si vous allez regarder. Et je vais regarder aussi avec vous les indices pour vous montrer pourquoi le top 10 ne m'inquiète pas forcément autant que le reste. Donc si vous prenez le top 10 ici, on va le faire rapidement ensemble. Apple, je l'ai en portefeuille, elle est un peu chère, mais je la trouve pas spécialement survalorisée. C'est une entreprise de très grande qualité avec une gestion exceptionnelle. Nvidia, j'en ai déjà parlé, je regrette de l'avoir vendue, elle est chère sur le papier, mais par rapport au potentiel, je suis même pas si choqué que ça. Microsoft, je conserve, rien ne me choque. Amazon, il y a encore peu, je disais que je voulais l'acheter. Aujourd'hui, on y remonte un petit peu, donc on est au-delà du prix qui m'intéresse, mais clairement, je la trouve pas surévaluée spécialement. Meta, je l'ai eu à l'époque pour vraiment pas cher et c'est une entreprise qui est pas vraiment surévaluée non plus. D'ailleurs, on a fait une vidéo il y a pas longtemps dessus avec les membres du programme où on a remis nos chiffres à jour. Tesla, je l'ai en portefeuille, c'est une très grosse position pour moi et la valorisation ne me choque pas. Google non plus. Vous savez que je l'ai beaucoup acheté et il y a encore peu, j'avais remis mes chiffres à jour dessus et la valorisation ne me choque pas sur Google. Et ensuite, Berkshire Hathaway et Broadcom, j'ai un petit peu moins d'avis dessus, je les connais moins, donc je ne vais pas trop en parler, on s'arrêtera au top 8 ici. Par contre, si on va voir l'ensemble qui suit et tout le S&P 500, vous l'avez ici, vous voyez qu'il y a énormément d'entreprises. Et le plus on descend, le plus je vais trouver des entreprises que je n'apprécie pas forcément. On va penser par exemple à des secteurs qui me font très peur. L'assurance, les banques, la consommation courante,
les business en cours de disruption. Pensez par exemple mode de consommation avec Walgreens Boots Alliance, donc ça c'est les pharmacies physiques contre les pharmacies en ligne, avec Target contre Amazon. Pensez aux technologies, à TEP, Téléperformance, qui clairement a un petit peu du souci à se faire s'ils n'arrivent pas à prendre le virage technologique de l'intelligence artificielle. J'avais fait une vidéo dessus, je refusais de toucher à ce titre. Tout le secteur de l'automobile qui est en complète disruption avec les courbes en S, quand vous avez des adoptions de technologie, ça va très vite et on ne va pas contre le changement si le changement apporte une vraie valeur ajoutée au client. Le client décide au final et les entreprises ne doivent pas rater les tournants technologiques, sinon ça va faire très mal. Et ces types d'entreprises, vous en avez plein au S&P 500. Et malgré ça, eh bien, je continue à avoir des ETF et il est très dur de parier contre les ETF. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on enlève l'émotionnel. Les gagnants vont bien souvent peser de plus en plus car ils continuent à gagner. Vous voyez ici les pourcentages. Et les perdants, ceux qui m'inquiètent, eh bien, ils pèsent de moins en moins parce qu'ils continuent à perdre. Je ne le répéterai jamais assez, c'est tout à fait OK d'avoir des canards boiteux. Et d'ailleurs, c'est le cas dans les ETF, sauf que dans les ETF, il n'y a pas d'émotion et on ne fait pas des grosses bêtises dans son portefeuille. Au final, qu'on ait raison ou tort, du moment qu'on a des convictions et qu'on conserve ses positions de qualité sur le long terme, eh bien, on le voit très bien d'ailleurs sur le portefeuille et sur la chaîne, on ne vend pas les gagnants, on a plus de gagnants que de perdants parce qu'on a bien choisi les bonnes entreprises, et même si des fois on fait une erreur, c'est plus que corrigé par toutes les actions gagnantes et le portefeuille nous en remercie puisqu'on a des très bons retours sur investissement. Et c'est ce que je vous dis juste en dessous. Les émotions sont nos pires ennemis en action individuelle. Regardez ce qu'on vient de traverser, toutes les peurs qu'on a eues. Je ne vais pas vous reciter toutes les entreprises, mais le nombre de commentaires que j'ai conservés qui me disent « c'est sûr ça va baisser, t'as tort, le patron est fou, mais pourquoi t'achètes ça, t'as pas eu raison sur celle-là » et toutes ces entreprises sur lesquelles on était à moins 20, moins 30% à un moment, j'achetais beaucoup. Rappelez-vous, les Google, les Tesla, Meta, IMSS, etc. En ce moment, on a Celsius qui galère un petit peu, on a aussi Elface qui a du mal. À chaque fois, on me disait « Ah, t'es à moins 20%, t'as tort, t'as rien compris. » Aujourd'hui, on a fait des plus 100%, des plus de 100%. Tout se passe très bien. Mais c'est normal, les gens sont émotionnels. Ne le soyez pas. Contrôlez vos émotions, restez rationnel et avec une stratégie. Pour revenir sur notre traversée du désert, c'est tout à fait possible qu'on en ait une. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de long terme et on prend en compte les pires cas. Dans toutes les études que vous voyez à chaque fois, effectivement, si vous achetez dans les pires périodes, comme par exemple au moment de la bulle Internet en 2001, eh bien vous allez passer pas mal d'années où ça va être difficile. Mais le problème, c'est que personne ne peut le savoir. Et là, vous avez le graphique juste en dessous qui vous le montre. Vous avez en bleu les sorties qu'on a eues sur les ETF. Donc, c'est les personnes qui vendent. Regardez, bien souvent, quand on a des gros pics de vente comme ici, eh bien c'est pile poil quand on vient de toucher le fond, que tout le monde est en train de capituler, et ensuite l'ETF S&P 500 repart pour une hausse absolument incroyable. La personne qui aurait acheté l'ETF tous les mois sans se prendre la tête, par exemple ici entre 2007 et 2013, ou encore en 2020 et 2021, sans se demander ce qui allait se passer, sans émotion, eh bien, ils seraient clairement gagnants. Par contre, ceux qui écoutaient les médias, qui ont eu peur et qui ont vendu parce qu'on leur disait que c'était la fin du monde, et quand un court vers la catastrophe, eh bien, les autres ont tendance à suivre, eh bien, on va à la catastrophe. Mais je sais que c'est pas votre cas sur la chaîne, puisque on a été nombreux à acheter, à surtout pas arrêter, et je parle avec beaucoup d'entre vous, et clairement, on n'a pas fait ce type d'erreur, et j'encourage tout le monde, cependant, à toujours revenir aux fondamentaux. Car ça fait jamais du mal de se faire des rappels. De la même façon, la volatilité, c'est normal et c'est votre meilleur allié. Avec une stratégie et en restant rationnel, on peut avoir de très bons résultats. Regardez le portefeuille, regardez vos portefeuilles, je suis sûr qu'ils se comportent très bien aussi. Et d'ailleurs, qu'il s'agisse d'investissement passif ou en action, eh bien n'oubliez jamais que les baisses et les titres sous-évalués, c'est des opportunités. Et c'est tout à fait normal d'avoir des baisses dans l'année. Regardez par exemple, cette année, on a fait jusqu'à moins 5% de baisse intra-annuelle. Par contre, aujourd'hui, on est à plus 7%. Prenez par exemple 2020. On avait fait moins 36% pendant l'année, en mars 2020, et pourtant l'année a fini qu'à moins 12%, et si vous avez acheté beaucoup en mars 2020, eh bien vous auriez fini l'année certainement à la hausse. Et si vous regardez le graphique dans son ensemble, on se rend compte que les baisses annuelles sont tout à fait normales. Par contre, on se rend compte aussi que la majorité des années sont très largement à la hausse, malgré qu'on a eu des baisses et des peurs dans cette année. Donc encore une fois, on va juste avoir à l'accepter et s'y faire. Et ne ratez pas les hausses en bourse. On le répétera toujours, je passe mon temps à le dire, time in the market, beat timing the market. Il vaut mieux être investi que d'essayer de rentrer et de sortir.
Regardez la performance qu'on vient de faire en 1 an et demi. On a fait 5 à 10 ans de performance du S&P 500. Là, vous avez le portefeuille où j'ai ouvert le compte en mars 2023 pour que justement il n'y ait plus d'histoire d'Excel, parce que les petits logiciels qui calculent nos performances, je les connais, on met ce qu'on veut dedans. Le courtier, lui, il calcule pour moi. J'ai toutes mes actions individuelles sur ce courtier depuis bientôt 2 ans. Regardez la performance qu'on vient de faire. Si vous avez raté une telle hausse, il ne faut pas s'étonner que sur le long terme, on n'aura pas la performance du S&P 500 ou mieux. Par contre, ceux qui sont restés investis et qui ont résisté aux peurs, et cette vidéo, je vais tout le temps me répéter, je le sais, mais ce sera la leçon. Voilà, comme ça, vous y reviendrez et vous direz, j'ai fait cette erreur, je ne la ferai plus jamais, parce que regardez les performances qu'on vient d'avoir, et on n'aura pas ça tous les ans. En ce moment, je passe mon temps à me dire, ce n'est pas normal, c'est une année exceptionnelle. Profite, surtout ne vends pas. Continue à te battre, à acheter de la qualité, mais tu auras des années dans le rouge. Rappelez-vous, 2021 et 2022, c'était plus dur. Par contre, aujourd'hui, on récolte les fruits. Et regardez en dessous le graphique de comparaison entre les marchés haussiers et les marchés baissiers. On a bien plus de marchés haussiers. Et pourtant, il y a plein de gens qui arrivent, malgré le fait qu'on ait beaucoup plus de marchés haussiers, à ne pas avoir du retour sur investissement, voire même à perdre de l'argent. Et c'est parce qu'ils ne sont pas rationnels et ils n'ont pas de stratégie. Donc, construisez vos stratégies. Maintenant, on va continuer sur d'autres graphiques de ce rapport et notamment, on va parler de ce qu'on appelle le TINA, le There is no alternative. En gros, quand on a de l'argent, quelles sont nos options pour l'investir? Parce que pour moi, la direction à venir, elle est claire sur la dette. Je pense que je sais où va aller la dette des États. Elle est claire sur les taux directeurs. Je pense que les taux directeurs vont aller à la baisse parce qu'on n'a pas le choix. L'impression monétaire, c'est très clair aussi pour moi où on va aller. Les monnaies fiduciaires, je me suis aussi forgé mon propre opinion sur quelle est leur destination. Donc au final, je n'ai pas le choix que d'être en actif. Sinon, je fais quoi? Je garde des euros et des dollars sur des comptes en banque qui ne me rémunèrent pas et je me fais détruire par l'inflation et par l'impression monétaire, les déficits permanents et le fait que les monnaies fiduciaires, j'ai aucune confiance en elles. J'ai fait mon avis et donc je suis obligé d'être investi. Et les deux graphiques juste en dessous, c'est ceux qui m'ont amené à vous faire cette page de présentation. Ici, vous avez les budgets des États américains, zone euro et UK, donc Royaume-Uni. Regardez, depuis 2003, on n'a pas un budget à l'équilibre, on est tout le temps en flux de trésorerie négatif. Comme une entreprise, il brûle du cash, et le cash, il vient d'où? Surprise, surprise, il vient de la dette. Et quand on est en déficit permanent, qu'on passe son temps à imprimer de l'argent pour l'injecter dans des choses qui ne sont pas productives, c'est principalement ce que font les États, on crée de l'inflation, on détruit les monnaies, et du coup, TINA, there is no alternative, il n'y a pas de solution pour nous que de s'en protéger via des actifs. C'est pour ça d'ailleurs que quand on me parle du crack du siècle, je ne sais pas trop quoi dire, parce que ils vont mettre où tout cet argent, les gens qui réfléchissent, et à part dans les actifs, je ne sais pas trop. C'est pour ça que quand on parle de crack du ciel, j'ai un petit peu du mal à le voir venir avec toute la liquidité qu'on a. Évidemment, une baisse pendant quelques années, c'est possible, mais sur le long terme, les actifs qui ne sont pas corrélés aux monnaies fiat vont, pour moi, monter, puisque mécaniquement, le dénominateur, donc la monnaie fiduciaire, elle est en train de perdre en valeur. Donc, il y a un moment, si vous faites tout le temps le baisser le dénominateur, peu importe ce que fait le numérateur, l'équation, elle monte. Maintenant qu'on a parlé d'actifs, je vais aussi vous rementionner une fois de plus pourquoi je suis investi sur tel ou tel actif et les grandes lignes de ma vision sur l'économie. Donc on va répondre à 3 questions. Pourquoi je suis majoritairement investi sur des actions aux États-Unis? Et d'ailleurs, quand je dis actions américaines, ne pas oublier que ces entreprises travaillent dans le monde entier. Vous prenez un Google ou un Microsoft, certes ils sont basés aux États-Unis, mais ils font énormément d'argent en Asie, en Europe, etc. C'est beaucoup d'entreprises mondialisées, ne l'oubliez pas. Par contre, elles sont cotées et gérées là-bas. Pourquoi je fais aussi tout ce que je peux pour avoir le maximum d'actifs complètement décorrélés des monnaies fiduciaires, donc pensez euro, dollar, etc. Et enfin, pourquoi l'euro, je l'ai principalement sur de la dette via l'immobilier. Donc on va répondre à ces questions. Pour les actions, je recherche aussi en Asie et en Europe. Vous voyez, je fais plein d'analyses, je vous parle d'entreprises françaises, d'entreprises en Asie, il n'y a pas longtemps j'en ai encore parlé, mais au final je suis très sélectif sur ceux qui rentrent en portefeuille. Ce n'est donc pas un choix, mais une conséquence. Ce n'est pas que je ne veux pas d'entreprises européennes ou asiatiques ou ce que vous voulez, c'est que je ne choisis que les entreprises que j'estime être les meilleures et de meilleure qualité pour mon portefeuille, et il s'avère qu'elles ne sont pas en Europe. Après, évidemment, cela s'explique, c'est pas non plus un hasard, il y a des vraies différences dans l'analyse qualitative. Là, je ne parle pas des valorisations, mais je prends les business en eux-mêmes, les business models, l'agilité des entreprises,
la facilité administrative. Comme vous voyez, la différence, c'est flagrant entre une entreprise qui est agile et qui peut faire des choses et une autre qui est complètement bloquée par le système. L'environnement pro-entreprise, la mentalité, la capacité de trouver des bons employés, de garder les bons employés, de se séparer des mauvais employés, etc., etc. Globalement, la flexibilité. Autant de raisons qui font que je me retrouve tout le temps sur le même type d'entreprise et le portefeuille nous en remercie. Donc, c'est pas un hasard, hélas, mais c'est une conséquence de mes analyses et ce n'est pas un choix que d'être sur le marché américain. Et ça d'ailleurs c'est terrible, mais vous le voyez dans les chiffres, je vous parle de ça parce que justement le rapport de JP Morgan en parle aussi. Ici vous avez les profit margins, donc les marges nettes sur les actions américaines, européennes au Royaume-Uni et Royaume-Uni. Et bien regardez les différences de marge nette, c'est incroyable. On est à plus de 12% pour les US, pour moins de 10% pour l'Europe et le Royaume-Uni. C'est pas du tout négligeable. Et d'ailleurs, en parlant aussi d'Asie, d'Europe, etc., et d'ailleurs ça va nous envoyer sur l'immobilier, je voulais vous parler d'un sujet dont je parle depuis longtemps. Vous trouverez des passages sur la chaîne et j'en parle aussi beaucoup autour de moi dans ma vie. Je ne suis pas investi sur la Chine et ça fait longtemps que je parle des gros problèmes qui arrivent là-bas, notamment l'immobilier, ça on en a déjà parlé, et la démographie. Vous avez l'évolution des populations par âge ici à droite en zone euro et en Chine et regardez ce qui va se passer sur les plus de 65 ans et les 15-64 ans. Les 15-64 ans sont en train de s'écrouler, les plus 64 ans vont peser de plus en plus en pourcentage et la population totale est en train de baisser. C'est quelque chose qui me fait très peur, d'autant plus que généralement quand vous avez des nations avec des populations qui vieillissent, eh bien les jeunes ont tendance à ne pas rester parce que le pouvoir électoral est pris par la majorité et la majorité vote ce pour qui les arrange. Or, les jeunes, généralement, c'est le futur des nations. J'en dirai pas plus, mais c'est pas la première fois que j'en parle. Et c'est pour ça que je refuse depuis des années d'être en direct là-bas, notamment en Chine, en termes d'investissement, et j'ai déjà expliqué ça en vidéo. Et je confirme une chose, y ayant vécu presque 4 ans, ce que je sais, c'est que je ne sais rien sur la Chine. C'est très compliqué, la culture est très différente. J'ai beau observer des choses avec mes yeux là-bas, ça se transmet pas forcément dans les business et je sais que je ne sais rien, donc je touche pas. Enfin, on va finir sur l'immobilier. Alors, je suis sur l'immobilier et j'en ai fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, tout simplement parce que c'est l'argent de la banque. Je ne m'exposerai surtout pas au secteur de l'immobilier avec de l'argent déjà gagné et taxé. Je comprends pas pourquoi je ferais ça. Je comprends pas pourquoi je ferais de l'immobilier papier. Je comprends pas pourquoi je mettrais de l'apport. Je ne suis pas du tout rassuré par la démographie, d'ailleurs je tiens aussi à le dire. Et je suis convaincu que l'immobilier c'est très local et que certains biens vont subir des très grosses décotes. Entre la baisse de la démographie, les biens à coût de remplacement très élevés, en gros, vous avez des biens, ils valent tellement plus cher sur le marché que la rénovation vaut plus cher que le bien et plus cher que de construire un nouveau bien. Il n'empêche que vu que c'est l'argent de la banque et que je peux faire du retour sur investissement, bien évidemment que je m'y suis exposé, j'ai une résidence principale, je la conserve pour l'instant, elle est en bon état, elle a été rénovée, on est sur un bien recherché, en tout cas ça c'est mon avis, et je n'aurai aucun remords à m'en séparer si je vois un problème, ou d'ailleurs à la conserver si je vois le bien immobilier comme un short contre la monnaie fiduciaire adossée, surtout si je peux rembourser avec des actifs libellés dans une autre devise, typiquement si l'euro dévisse, je vous laisse imaginer ce qui va se passer vu que tout mon portefeuille est en dollars. Et sans même compter mes actifs qui sont corrélés à aucune monnaie. Dans tous les cas, ça devrait bien se passer. Mais encore une fois, je ne sais pas. Donc je conserve principalement parce que j'ai une plus-value dessus de 20 à 25% théorique, ça on verra le jour où je vends. Tant que tu n'as pas vendu, tu sais pas combien tu vends, je le dis toujours. Par contre, voilà, ces 20 à 25%, ils sont faits sur l'argent de la banque. Ils ne sont pas faits sur mon argent. Je suis financé à plus de 100%, j'ai un différé total. Évidemment que sinon, jamais j'aurais mis de l'argent déjà gagné, taxé sur de l'immobilier. Je ne veux pas faire d'apport. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe sur les marchés. Sachez aussi qu'on a le Christmas Market Rally qui arrive. Donc si ça se trouve, tout le monde nous annonce que le S&P 500 est perdu pour 10 ans et on pourrait avoir une fin d'année exceptionnelle parce que les acteurs décident d'investir beaucoup sur les marchés pour avoir un beau portefeuille en fin d'année. On verra bien ce qui va se passer en fin d'année. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin et soutenir tout mon travail, vous pouvez utiliser le premier lien en description pour nous rejoindre, avoir accès à toute la formation vidéo sur l'investissement en bourse sur le long terme, mais aussi mon portefeuille, mes achats et mes ventes, les vidéos hebdomadaires exclusives que je fais dans l'espace membre, etc. Je vous souhaite une excellente journée, un grand merci pour votre soutien depuis les débuts et à très vite.